Alors, la guerre froide. 45 ans. 45 ans d'un conflit qui a littéralement défini tout le XXe siècle. Et attention, on ne parle pas d'une guerre classique, pas de grande bataille rangée entre les superpuissances. Non, c'était bien plus subtil. Une lutte acharnée pour l'influence, une guerre d'idées, une guerre économique, qui s'est jouée absolument partout sur le globe. Allez, on plonge ensemble dans cette période qui, on va le voir, a vraiment façonné le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et pour comprendre l'ambiance, il y a cette phrase incroyable du politologue Raymond Aron qui résume tout. Paix impossible, guerre improbable. Ça sonne comme une énigme, non? Mais c'est exactement ça. La paix était impossible parce que les deux visions du monde étaient totalement irréconciliables. Mais la guerre, la vraie, la grande, était improbable. Pourquoi? Parce qu'il y avait la bombe atomique, cette fameuse dissuasion nucléaire, l'équilibre de la terreur. L'idée que si l'un attaquait, l'autre ripostait, et au final, tout le monde était anéanti. Ça refroidit les ardeurs, c'est le cas de le dire. On sort à peine de l'horreur de la Seconde Guerre mondiale. On espère une paix durable, enfin. Eh bien non. L'espoir s'évanouit presque instantanément. Un nouveau conflit prend forme, beaucoup plus insidieux. Le monde va se retrouver coupé en deux blocs, avec à leur tête une superpuissance qui a une vision, mais alors radicalement différente de ce que devrait être l'avenir. La question, c'est comment on en est arrivé là? Comment les grands alliés contre le nazisme sont devenus des ennemis jurés? En fait, tout a basculé en l'espace de quelques mois. C'est ça qui est fou. Regardez, en février 1945, à Yalta, les trois grands, Roosevelt, Churchill, Staline, sont encore en train de dessiner la carte de l'après-guerre, main dans la main. Mais quelques mois plus tard, à Potsdam, en juillet, l'ambiance n'est plus du tout la même, la méfiance est palpable, et le gros point de tension, c'est le sort de l'Allemagne. Tellement que le pays finit par être coupé en deux en 1949. C'est clair, l'alliance de guerre, elle est morte et bien morte. Et cette méfiance, elle ne va pas rester officieuse. Pas du tout. Elle se transforme très vite en doctrine, en théorie officielle. D'un côté, on a les Américains avec la fameuse doctrine Truman en 1947. Le mot d'ordre, c'est l'endiguement. Il faut contenir, empêcher le communisme de s'étendre. On présente ça comme une lutte du bien contre le mal, la liberté contre le totalitarisme. Forcément, la réponse soviétique arrive directe. C'est la doctrine Jdanov. Et là, le discours est inversé. Il y a un bloc impérialiste mené par les États-Unis et un bloc démocratique anti-impérialiste mené par l'URSS. On est vraiment face à deux monologues qui ne peuvent pas se rencontrer. Alors bien sûr, cette division des idées ne reste pas juste dans les discours, non, ça devient très concret, très vite, avec la création d'alliances militaires. À partir de là, le message est clair pour tous les pays du monde, il va falloir choisir son camp. Et chaque bloc va se doter de son propre bras armé. En 1949, le camp de l'Ouest met sur pied l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Le principe est simple mais redoutablement efficace. Si on attaque un pays membre, c'est comme si on attaquait tous les autres. La réponse de l'Est, elle met un peu plus de temps à venir, mais elle arrive en 1955. C'est le pacte de Varsovie qui soude militairement l'URSS et tous ses pays satellites. Voilà, le décor est planté, les deux équipes sont formées. Bon, mais attendez, est-ce que tout le monde a accepté de jouer ce jeu? Est-ce que chaque nation a docilement choisi un camp? Eh bien non. Au milieu de cette division forcée du monde, il y a plein de pays, souvent des nations qui viennent tout juste d'obtenir leur indépendance, qui refusent d'être de simples pions sur l'échiquier de Washington ou de Moscou. Et du coup, ils vont chercher autre chose, une troisième voie. Et cette fameuse troisième voie, elle va prendre un nom, le mouvement des non-alignés. L'idée naît lors de la conférence de Bandung en 1955 et le mouvement est lancé officiellement en 1961. Le concept est simple, regrouper tous les États qui disent non merci à l'alignement sur l'un ou l'autre des blocs. On y trouve des figures majeures de l'époque, des gens comme Nehru en Inde, Tito en Yougoslavie ou encore Nasser en Égypte. Tous étaient vraiment déterminés à suivre leur propre route. Et leur principe était limpide. D'abord, défendre leur indépendance, leur souveraineté. Ensuite, résister à toute forme d'impérialisme ou de colonialisme d'où qu'ils viennent. Et enfin, promouvoir la solidarité entre ce qu'on appelait alors les peuples du tiers-monde. En gros, l'idée maîtresse, c'était vraiment d'éviter, coûte que coûte, d'être aspiré dans la spirale du conflit Est-Ouest. Ils voulaient l'indépendance et la coexistence pacifique, point. Sauf que cette coexistence pacifique, elle était incroyablement fragile. Parce que pendant ce temps-là, la tension entre les deux blocs, elle ne fait que monter, jusqu'à atteindre des sommets. Et à plusieurs reprises, le monde entier s'est retrouvé au bord du gouffre, à deux doigts d'une guerre nucléaire. Et s'il y a bien un moment où tout aurait pu basculer, c'est celui-là. Octobre 1962, la crise des missiles de Kiba. Sans aucun doute, le point culminant de toute la guerre froide. Pendant 13 jours interminables, le monde a littéralement retenu son souffle.
Le déroulé des événements donne le vertige. Imaginez, le 14 octobre, des avions espions américains prennent des photos et découvrent des sites de lancement de missiles nucléaires soviétiques en construction à Cuba, juste à côté des États-Unis. Le 22, Kennedy prend la parole et annonce une quarantaine navale autour de l'île. La tension est maximale. Le 27, c'est l'escalade. Un avion espion américain est abattu au-dessus de Cuba. On est à un cheveu de la guerre. Et puis, le 28, miracle. Un compromis est trouvé à la dernière seconde. Les Soviétiques acceptent de démanteler les sites. En échange, les Américains promettent de ne jamais envahir Cuba et, secrètement, de retirer leurs propres missiles installés en Turquie. Ouf, le monde vient de passer à côté du pire. Cette crise a eu un effet majeur. Les deux superpuissances ont eu la peur de leur vie. Elles ont compris qu'une confrontation directe était tout simplement suicidaire. Alors, est-ce qu'elles ont arrêté de s'affronter? Pas du tout. Elles ont juste changé de méthode. L'affrontement est devenu indirect. Comment? En soutenant des camps opposés dans des conflits un peu partout dans le monde. C'est ce qu'on appelle l'ère des guerres par procuration, les fameuses proxy wars. Et l'exemple le plus connu, le plus tragique, c'est bien sûr la guerre du Vietnam. Les États-Unis s'y sont engagés massivement pour aider le Sud-Vietnam contre le Nord, qui était communiste. La justification officielle américaine, c'était la théorie des dominos. L'idée que si le Vietnam tombait, tous les pays voisins tomberaient comme des dominos dans l'escarcelle communiste. En face, évidemment, l'URSS et la Chine fournissaient armes et aide au Nord-Vietnam. Le résultat, on le connaît, un conflit interminable, absolument dévastateur, qui s'est terminé par un retrait américain et un véritable traumatisme pour toute une génération. Faisons un bond en avant maintenant. On arrive à la fin des années 80. Et là, l'un des deux colosses commence à vaciller sérieusement. Des fissures apparaissent. D'énormes pressions internes sont en train de ronger l'Union soviétique de l'intérieur. Et celui qui va accélérer tout ça, c'est un homme, Mikhaïl Gorbatchev. Quand il arrive au pouvoir en 1985, il fait un constat simple. Le système soviétique est à bout de souffle. L'économie stagne, le système politique est complètement sclérosé, bref, ça ne peut plus durer comme ça. Alors, il lance deux réformes qui vont tout changer. La première, c'est la perestroïka, la restructuration. L'idée, c'est d'injecter un peu de capitalisme, des éléments de marché, pour essayer de faire repartir la machine économique. La deuxième, c'est la glasnost, la transparence. Et ça, c'est une révolution. On autorise plus de liberté d'expression, plus de liberté d'information, quelque chose d'inédit. En faisant ça, sans vraiment s'en rendre compte, il a ouvert une véritable boîte de Pandore. Parce que l'effet est quasi immédiat, ça va très très vite. En juin 89, en Pologne, le syndicat Solidarność, longtemps interdit, gagne des élections semi-libres, c'est un séisme. En août, la Hongrie décide d'ouvrir sa frontière avec l'Autriche. D'un coup, il y a une brèche dans le fameux rideau de fer. En octobre, la Hongrie va encore plus loin et abandonne sa constitution stalinienne. On le voit bien, le contrôle de Moscou sur ses satellites d'Europe de l'Est est en train de s'effondrer. Et là, on arrive au moment clé, l'image qui reste dans toutes les mémoires, l'événement qui, pour tout le monde, symbolise la fin de la guerre froide. Le 9 novembre 1989. Une simple date, mais une date qui a changé la face du monde. La fin d'une époque. Ce soir-là, c'est un peu le chaos. Suite à une annonce officielle un peu floue et mal interprétée, les gardes frontières finissent par ouvrir les points de passage. Et là, c'est la marée humaine. Des milliers d'Allemands, de l'Est comme de l'Ouest, se précipitent vers le mur, ce symbole de la division, cette cicatrice de béton, et ils commencent à le détruire, à coups de pioche, à main nue. C'est incroyable. La guerre froide ne se termine pas dans une explosion nucléaire, mais dans une fête gigantesque, des scènes de joie absolument extraordinaires. Et à partir de là, tout s'accélère. C'est un effet domino. En quelques mois à peine, tous les régimes communistes d'Europe de l'Est s'effondrent les uns après les autres. En 1990, l'Allemagne est enfin réunifiée. Le pacte de Varsovie, l'alliance militaire de l'Est, est tout simplement dissous. Et le coup de grâce, le point final, c'est en décembre 1991, l'Union soviétique elle-même disparaît de la carte. La guerre froide est officiellement terminée. La guerre froide est terminée, mais est-ce que ça veut dire que la lutte entre les grandes puissances et le désir d'indépendance des nations a disparu? C'est la question qu'on peut se poser. Les blocs d'hier ont peut-être explosé. Mais les tensions géopolitiques, la compétition pour l'influence, la volonté des nations de rester maîtresses de leur destin, tout ça, c'est toujours bien présent, au cœur de l'actualité. Finalement, l'héritage de la guerre froide est peut-être bien plus vivant qu'on ne l'imagine.